Alors, il fait un temps merveilleux à Aix-en-Provence pour ce deuxième jour des rencontres économiques 2022. Transitions et désordres du monde sont au menu de mon plateau télévision latribune.fr. Vous pouvez nous suivre, vous êtes très nombreuses et très nombreux déjà à nous regarder. Vous aurez le replay, donc ne vous inquiétez pas si vous ratez ce direct, mais on est en direct. Alors, dans les conditions du direct, je reçois Marie-Ange Debon, malgré le vent. Bonjour Marie-Ange Debon, qui est la présidente du directoire de Keolis. On va parler évidemment de mobilité, de transition avec la hausse des prix de l'énergie. Ça va bouger, on va dire ça. Les mobilités, ça va bouger. On va en parler avec vous. Julien Carmona, le président du Crédit Mutuel Arkea, mais on va voir s'il restera toujours Crédit Mutuel. On en parlera avec lui. Bonjour. Crédit Mutuel de Bretagne notamment, mais rejoint par le Sud-Ouest, donc c'est l'Ouest de la France, pour parler un peu de finances. Et enfin, Ramon Fernandez, directeur général adjoint en charge des finances et de la stratégie du groupe Orange, ancien directeur du Trésor aussi. Je vais commencer avec toi, Ramon, peut-être pour ces rencontres éclectiques. On commence un peu sur l'état de la situation économique. Tu as été directeur du Trésor. Ce qu'on dit depuis le début de ces rencontres, c'est que c'est incroyable la brutalité avec laquelle les choses ont changé. On parlait avec Cécile Béliot du groupe Bell. Au deuxième trimestre, ils ont pris un triple tsunami sur les prix alimentaires, les prix de l'énergie, etc. L'alimentation, évidemment. Comment l'économiste, quand même, qui est aussi le haut fonctionnaire du Trésor que tu as été, regarde ce qui se passe dans ce monde en transition? Bonjour. Et merci pour la question. Merci pour votre invitation et ton invitation, Philippe. Bon, je crois qu'on a vécu depuis maintenant 10-15 ans une succession de crises qui ont été chacune assez soudaines et brutales. La crise des pays émergents à la fin des années 90, on a eu la crise de la zone euro. Je veux dire, en 2011, on est quand même passé pas très très loin du gouffre. On l'a un peu oublié parce qu'une crise chasse l'autre. Et puis depuis 5 ans, c'est vrai que, notamment en France, on a vécu une succession de crises. Et là, il y a une crise globale qui est consécutive à la manière dont on vit la pandémie, dont on sort de la pandémie avec des chaînes d'approvisionnement qui étaient complètement disruptées. Donc il y a des crises d'approvisionnement qui sont problématiques. Il y a le rapport au travail qui a changé. Il y a des secteurs entiers qui ne trouvent plus de salariés, de gens qui veulent travailler dans les conditions qu'on leur propose. Il y a la guerre en Ukraine qui évidemment crée un choc absolument massif. Et donc il y a cette inflation qui est là. Je lisais que, en fait, on retrouve le niveau d'inflation qui était l'inflation quand je passais mon bac. Ce qui veut à la fois dire que je suis un petit peu vieux, mais que finalement, c'est quand même pas si loin que ça, et que on a perdu l'habitude de ce qui était commun pendant une dizaine d'années. Le mode d'emploi d'un monde comme on a perdu le mode d'emploi, mais ce qui, à mon avis, doit être une source d'optimisme, c'est qu'on n'est pas dans les années 20 en Allemagne. On est dans une situation difficile, on a perdu des repères, en même temps, il y a des mécanismes d'ajustement qui doivent pouvoir fonctionner et nous aider à passer ce pic. Donc il faut qu'on arrive à gérer cette transition. C'est très compliqué. Mais on n'est pas non plus dans une situation de ce point de vue-là qui est inconnue. Donc il faut qu'on arrive à gérer cet environnement qui est bousculé par bien des égards, mais qui recèle aussi des opportunités. Je pense qu'il faut aussi se dire que dans ces moments de transformation qui sont assez lourds, il y a des opportunités à saisir. Et donc, c'est le célèbre idéogramme chinois, la crise. Voilà, il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on a vécu dans un monde, on disait le digital va apporter de la désinflation, ouvrir le monde entier, la mondialisation, etc., qui permettait peut-être... on n'a pas voulu voir, en fait, que les choses allaient changer. Alors, le digital ne changera pas tout. En même temps, il permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire, y compris travailler en période de confinement. Ça a quand même été extraordinaire. Le monde entier s'est confiné pendant plusieurs mois et pour autant, le monde a tourné, le lien social s'est poursuivi, les enfants ont pu étudier. Enfin, je veux dire, Après, il y a aussi bien sûr des difficultés, mais je pense que dans les grands débats du jour et qu'on discute ici aujourd'hui, et il fait un peu chaud, toute la problématique du changement climatique, moi je suis assez convaincu que le numérique peut être une des solutions qui permettront de répondre à ces grands enjeux. C'est vrai qu'on l'accuse parfois de représenter 2% à peu près de l'empreinte, mais est-ce qu'il permet par ailleurs de faire des économies parce qu'il y a moins de voyages, on a bien vu. Mais bien sûr. Et est-ce qu'on chiffre ça ou pas? Oui, c'est chiffré. Alors, il y a des débats sur le sujet, mais enfin, on dit que le numérique, c'est en gros 3% des émissions de CO2 dans le monde, mais qu'il y a un ratio de 1 à 10 entre
le CO2 émis et le CO2 évité, parce que justement, plutôt que d'aller en voiture travailler, on peut travailler depuis chez soi, les usines sont plus efficaces, les fonctionnements industriels économes en énergie, donc oui, c'est plus rendre les data centers, il faut rendre les data centers plus verts, enfin. Alors on a 2 grands data centers en France qui sont éco-ventilés et qui sont très économes en énergie, mais il faut, voilà, ce sont les derniers, donc c'est une transformation qui là aussi concerne les opérateurs de télécom comme Orange, absolument. Alors Julien Carmona, dans le monde de la banque, et notamment d'une banque, à l'échelle d'une banque qui s'intéresse beaucoup à un territoire, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais qui est la Bretagne notamment, comment est-ce qu'on regarde cette situation économique? Est-ce qu'on sent monter une inquiétude, la hauteur de la vague, ou au contraire, pour l'instant, ça va? La situation économique, donc c'est 2 choses qui la caractérisent pour le moment. Le retour de l'inflation, ça a été dit, évidemment alimenté par la hausse des matières premières, le conflit ukrainien, mais avec des sous-jacents qui étaient déjà là, avec une politique monétaire très accommodante pendant très longtemps, avec, et ça c'est surtout devant nous en fait, le coût de la transition énergétique, environnementale, qui fait que ça va coûter cher, ça va coûter plus cher. Une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture thermique. En tout cas, pour le moment, c'est un facteur inflationniste. Et peut-être la fin du grand cycle de désinflation venant de Chine, qui avait pesé sur tous les prix à la baisse. Et ça rencontre pas seulement les nouvelles attitudes suite au Covid, mais un marché du travail qui change, y compris du point de vue démographique. Il y a moins de gens tout d'un coup pour autant d'emplois. Et donc, le rapport de force, le rapport de négociation change entre salariés et employeurs. C'est plus difficile pour les chefs d'entreprise, mais c'est quand même bien mieux que l'époque de chômage de masse qu'on a tous connue et qui est, je pense, pour le coup derrière nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la hausse des taux d'intérêt, qui là aussi sont à un niveau qu'on a connu il y a moins longtemps. C'est 2013-2014. On avait des taux d'obligations 10 ans à 2%. C'est pas du tout énorme, mais ça a pris plus de 2 points en 3 mois. Et en effet, cette soudaineté-là, ça, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que la dette va être plus dure à supporter, enfin le coût de la dette pour un certain nombre d'emprunteurs, qu'un certain nombre, malheureusement, de Français vont être désolvabilisés, je pense au marché de l'immobilier, où les règles faisaient déjà qu'on était un petit peu limite. Donc ça peut aggraver une crise du logement qui est déjà là. Après, je pense qu'il ne faut pas s'en réjouir, mais que cette hausse, il y a aussi des éléments positifs derrière. D'abord, sortie d'une situation qui était au fond pas raisonnable, qui était celle des taux d'intérêt à 0, voire négatifs. Moi, je comprends pourquoi on l'a fait, pourquoi les banques centrales l'ont fait, mais c'était un peu le monde à l'envers. De dire, je mets de côté aujourd'hui, normalement pour avoir plus demain, là c'était je mets de côté aujourd'hui pour avoir moins demain. Là, l'épargne va être de nouveau rémunérée. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ensuite, dans un monde de taux à 0, tout est rentable. Tout ce qui vaut plus que 0 est rentable. Donc un élément, je trouve, perturbant par rapport à l'économie. Et pour être, je dirais pour notre paroisse, pour une banque, une compagnie d'assurance, mais il vaut mieux avoir une courbe des taux avec une pente, comme on dit, élevée, puisque ça nous permet de refaire notre métier. Un dernier mot par rapport à une banque territoriale, en effet plutôt axée sur le Grand Ouest, la Bretagne et l'Aquitaine, même si on a des filiales dans toute la France. Pour le moment, la vague n'est pas si haute que ça, probablement parce que c'est des régions qui s'en tirent bien. Et pour le moment, la demande de crédit est plus forte que l'année dernière. Plus forte que 2021 qui était déjà une année record. Il est vrai qu'on est une banque qui a vraiment un modèle de croissance assez vif et qu'on pense que ça va continuer, même si l'environnement sera un peu plus compliqué. Marie-Ange Debon, alors sans transition j'allais dire, mais quand même la transition principale qui nous concerne et qui va être devant nous, c'est celle des mobilités, puisque on voit bien le choc sur le prix de l'essence, donc les Français sont incités peut-être à économiser effectivement sur leur transport individuel et peut-être de recourir à transport collectif que vous représentez. Comment est-ce que vous pouvez vous-même à la fois offrir des solutions sur le pouvoir d'achat et des réponses de mobilité nouvelles dans ce contexte? Déjà, le transport sort de la crise Covid et a montré sa résistance, son soutien à tous les métiers essentiels. Donc, c'était, je pense, ça a réaffirmé l'importance du transport sur un territoire donné, du transport public sur un territoire donné. On a en effet un choc énergétique aujourd'hui qui nous touche nous aussi, mais qui touche surtout les consommateurs, les citoyens. Et la chance, en fait, de cette crise, c'est pour nous, transporteurs publics, de rappeler qu'on est le moyen de transport, le moyen de mobilité qui est le plus abordable. Et de très très loin, une voiture, c'est 400, 500 € par mois. Un abonnement
Dans les transports publics, dans les territoires, c'est 30 €. À Paris, 75 €. On est dans des ordres de grandeur qui est en plus financé à 50% par les entreprises pour les salariés. Donc, on est le moyen le plus abordable, le plus économique. En matière de transition énergétique, qui est notre préoccupation, la préoccupation des jeunes et notre préoccupation collective. On vient d'avoir une belle discussion sur le bien commun. La transition énergétique, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe tous. À même parler du sujet du digital et de la transition énergétique, c'est clair que on est imbattable. Nous sommes imbattables par essence parce qu'on collectivise la mobilité. Et puis, là aussi, une voiture... c'est à peu près 200 grammes de CO2 par kilomètre passager. Un tram, comme ceux qu'on exploite, c'est 3 grammes. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous prenez comme initiative pour accélérer cette transition des mobilités? Alors nous, on travaille pour le compte des collectivités locales. Le gros effort des collectivités locales depuis 2 ans, c'est d'avoir en permanence maintenu l'offre. Et puis, on travaille on essaie de donner envie à ceux qui ne sont pas encore convaincus, qui continuent à avoir 1 ou 2 voitures sur certains territoires. Donc, première chose, avoir l'offre. Il faut que l'offre soit présente. Donc, c'est l'offre qui crée la demande, quoi. L'offre crée la demande, très clairement. Et après, il faut que l'offre soit attrayante. Donc, je l'ai dit, elle est plutôt très attractive d'un point de vue financier. Elle est en pleine crise du pouvoir d'achat, elle est imbattable. Par contre, elle est parfois perçue, et c'est là sur lequel on travaille, comme si elle est climatisée, si vous avez eu un moyen de recharger votre téléphone dans votre tram, si vous avez le sentiment de sécurité, si ça passe à la bonne heure, si les heures sont tard le soir, ce qui est vraiment l'objectif de Keolis en permanence, sa réflexion, c'est répondre à la demande de tous et de chacun. Donc on va assez finement dans l'analyse des besoins. Est-ce que le télétravail a un peu changé quand même aussi la donne? On voit que les gens ne vont pas complètement retourner vers les transports collectifs. Pas complètement. Et on peut c'est un peu le pont avec ce que disait Ramon sur pas tant que la ça, quand même. digitalisation comme source d'économie de CO2 si les gens se déplacent moins. Aujourd'hui, on est à plus de 90% du niveau de 2019 en France. Le week-end, on est à 100%, donc en taux de fréquentation. Donc il y a toujours un besoin de mobilité important. Il y a un besoin de mobilité. Il y a le télétravail. La vie sociale n'a pas quand même encore complètement repris. On se rappelle il y a un tourisme de proximité aussi. Il y a un tourisme qui est manquant sur un certain nombre de zones. Mais il faut se rappeler quand même, d'une part, sur les transports, que on l'oublie, on n'a pas toujours conscience, mais le trajet domicile-bureau ne fait que 20% des déplacements. Donc c'est quand même une toute petite part. Et puis, on le sait bien, tout le monde ne peut pas utiliser les services d'Orange pour télétravailler. Il y a beaucoup de métiers où on ne peut pas télétravailler. Les conducteurs ne télétravaillent pas. Beaucoup de métiers ne sont pas télétravaillables. Donc, dans les faits, on estime qu'il y a peut-être 35% des métiers où on peut télétravailler. Puis, personne ne télétravaille, heureusement, à 100%, parce que sinon, le lien social vraiment se dissolverait. Donc, clairement, les transports publics sont peu atteint négativement par le télétravail. Le point positif, c'est surtout que ça lisse les heures de pointe. Et donc, c'est un élément, au contraire, d'attraction supplémentaire parce que le bouchon de 7h, 8h du matin, il est atténué. Il n'est pas toujours agréable. Et c'est pas celui qui rendait le plus attrayant les transports publics. Et donc, il a plutôt un effet positif sur les transports publics. Alors, chez Orange, quand même, est-ce que vous avez regardé un petit peu les tendances sur le télétravail? Moi, j'entends parler de chiffres, on pourrait avoir 50% de télétravail dans les 10 ans qui viennent. C'est-à-dire que c'est là pour durer. Beaucoup de gens voudraient que ça s'installe et ça devient presque un mode de vie. J'ai même vu un mot canadien qui commence à arriver. Alors, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. C'est les tracances. Ça marche pour les journalistes. En vacances, au bord de sa piscine. Est-ce que ça, c'est la fortune pour le digital? C'est le digital qui le permet. Est-ce que vous avez regardé un petit peu chez Orange et vous voyez que ce type de tendance arrive? Ce qu'on voit, après, les pratiques sont très différentes selon les entreprises, selon les pays. Donc, on ne peut pas complètement généraliser. Ce qu'on voit, c'est que le trafic data, donc, lui, il augmente de 30 à 40% par an. Et finalement, il est sur des croissances qui étaient déjà là avant la pandémie. Donc en fait, il n'y a pas une accélération massive qui se voit dans le transport de data dans les réseaux. En revanche, ça veut dire pour les opérateurs télécoms que l'exigence de qualité de service, je dirais, de qualité de l'expérience client, elle est démultipliée parce que le bureau se transporte à la maison. Donc c'est évidemment la possibilité de faire plus d'activités, mais il y a beaucoup d'investissements à la clé.
Et ceux qui, disons, tirent le surcroît de chiffre d'affaires le plus important, ce n'est pas forcément les opérateurs qui investissent. Donc nous, un de nos grands débats, et c'est ce dont on discutait dans une table ronde ce matin ici, disons, c'est le partage de la valeur entre les grandes plateformes, les GAFAM, comme on les appelle, et puis les opérateurs de télécom. C'est vous qui payez les investissements et ceux qui prennent les profits, comme disait Eric Schmidt, je crois. C'est ça. Il disait vos investissements seront nos profits. Donc il y a une petite discussion en cours pour essayer de rééquilibrer ce partage de la valeur, qui, je pense, est important parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire pour aller vers la décade digitale, la décade numérique en Europe. Il y a des centaines de milliards en fait qui vont devoir être investis pour développer, terminer la fibre, déployer les usages, donner l'accès à tous, grand public et industriel pour la 5G, faire que tous aient accès à ces réseaux. Donc il y a énormément de travail à faire. Le télétravail sera un des éléments d'évolution de l'environnement, mais c'est loin d'être le seul. Julien Carmona, en Bretagne, la Bretagne a été parmi les régions les plus attractives de ceux qui ont choisi de quitter, notamment Paris, mais les grandes métropoles. On télétravaille beaucoup chez Arkea? Chez nous, oui, c'est 2 jours par semaine. C'est 2 jours par semaine. Ça veut dire à terme 40% par rapport aux 50%. Tout le monde ne l'utilise pas encore, mais on est, je crois, la première banque à l'avoir fait, y compris dans le réseau d'agences. Ça a été un peu compliqué au début, et puis le pli a été pris, et il me semble que tout le monde est content. Je dirais par ailleurs que nous avons maintenu ce réseau d'agences et l'emploi dans le réseau. Et il me semble qu'on a bien fait, puisque le client veut évidemment du digital, beaucoup de facilité pour les opérations bancaires du quotidien faites à distance, mais veut aussi trouver un conseiller, une conseillère dans une relation de proximité. Donc dans le réseau emploi maintenu et sur l'ensemble du groupe, forte création d'emplois, avec un certain nombre d'activités qu'on fait, dont des activités elles-mêmes digitales, puisqu'on a une partie qui est vraiment de la banque numérique et qui nous singularise un petit peu. Un petit mot, parce que c'est votre actualité, Julien. Est-ce que vous allez vous divorcer par consentement mutuel ou pas du crédit mutuel? Qu'est-ce que vous avez publié un communiqué hier qui relance un petit peu cette question de la défédération, je ne sais pas comment on dit, de la désolidarisation de la fédération de crédit mutuel pour faire d'Arkea un Arkea indépendant? Oui, c'est ça. Alors, le plus important, c'est de dire qu'on est aujourd'hui une banque autonome, un groupe de services financiers autonome qui a son siège dans les territoires, comme on dit, enfin en province, à Brest, et avec des fortes implantations à Rennes, à Bordeaux et à d'autres endroits. Donc c'est notre projet, c'est notre autonomie, et ça s'inscrit dans un mouvement que je trouve pas inintéressant, qui est celui de la décentralisation, du retour vers le local, et tout ça avec une vraie efficacité. Donc ça, c'est notre autonomie, elle existe depuis longtemps, et elle est traduite dans le fait qu'on a notre informatique, notre financement, toutes nos filiales, et que tout ça marche au fond assez bien. Le Crédit Mutuel, dont on fait partie, a été pendant longtemps un groupe décentralisé, une confédération. Et puis, un certain nombre d'événements ont fait que, sur les 10 dernières années, c'est devenu d'une part beaucoup plus centralisateur, donc inquiétant pour nous, et d'autre part qu'il y avait une pléthore de crédits mutuels régionaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Un petit, c'est nous, et un gros, c'est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale basé à Strasbourg, qui est une très belle banque. Mais ce n'est pas la même banque. Et donc, si on trouve une solution pour que le petit et le gros cohabitent dans un ensemble avec des valeurs communes, elles existent, avec une marque commune, il faut la gérer, c'est pas si simple, comme une copropriété, et avec les pouvoirs dits prudentiels de la Confédération. Si on trouve un système comme ça qui permet de garantir l'autonomie, et pour nous, finalement, de continuer notre projet tout en restant dans cet ensemble. Vous restez en couple et chacun chez soi, c'est ça en fait. C'est une manière de dire les choses. Et si c'est impossible de fonctionner comme ça, et dans ce cas-là, effectivement, le divorce, ce qu'on appelle la désaffiliation, l'indépendance d'Arkea, est un projet qui n'est pas si simple. Un chemin pas facile sur le plan prudentiel. C'est un chemin pas facile. On a des ratios qui sont absolument excellents, mais comme c'est quelque chose d'inédit, on comprend bien une sorte de réticence des superviseurs. Mais jusqu'à peu de temps, on n'avait qu'un scénario, maintenant on en a 2. Et ce que j'ai décidé de faire avec le soutien de mes élus, de mon conseil, c'est vraiment d'explorer à fond cette possibilité d'un compromis, si elle existe, dans le cadre d'une négociation. Encore faut-il que ça soit une vraie négociation, et on y travaille. On lance l'invitation à Nicolas Théry pour en parler avec lui, peut-être avec vous, ça pourrait être quelque chose d'original. La tribune aime bien faire des rencontres. Merci de cette rencontre avec vous trois. Malheureusement, il faut céder la place au prochain plateau, donc je vous remercie d'être venus et nous faisons la transition. Merci beaucoup. Merci. Merci.